Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Cette semaine, nous vous proposons de découvrir des extraits d'un spectacle joué au Palais de Beaulieu, un spectacle qui s'intéressait à la personnalité de Martin Luther King et qui s'intitulait I Have a Dream. Alors pour découvrir l'ambiance qui prévalait au Palais de Beaulieu à Lausanne ce soir-là, je vous propose un extrait d'un premier chœur. You know that's the sound of the man working on the chain. Yeah, that's the sound of the man working on the chain. Yeah, one more time, people. That's the sound of the man working on the chain. And yeah, that's the sound of the man working on the chain. Yeah. All day long they work so hard until the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You can hear them mow their lives away. I can hear somebody say, well, don't you know that's the sound of the man working on the chain. Yeah, oh yes, my that's Lord, the sound of that's the sound working on the chain. Yeah, you can hear them singing, I'm going home one of these days. I'm going home to see my little woman who I love so deep. But meanwhile I got to go, and I hear somebody say, well, don't you know that's the sound of the man working on the chain. Yeah, that's the sound of the man working on the chain. Yeah. One more time, baby. That's the sound of the man working on the chain. Yeah. Alors pour commenter ce spectacle de musique gospel intitulé I Have a Dream, Martin Luther King, nous accueillons aujourd'hui Serge Mola. Serge Mola, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un spécialiste en Suisse romande de Martin Luther King, des Églises noires aux États-Unis. Vous êtes pasteur et théologien. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que ça suggère? Oh, c'est d'abord beaucoup de bonheur parce que chacun de ces chants, pour moi, réveille une mémoire magnifique. Je les aime, je les chante, et puis je connais beaucoup de chanteurs, notamment plusieurs qui font partie du chœur qu'on vient d'entendre, donc un très beau souvenir. En deux mots, lorsqu'on évoque aujourd'hui la personnalité de Martin Luther King, qu'est-ce qu'il est important de savoir? Ce qui est extraordinaire, c'est le destin de cet homme. Hein. Je veux dire, aujourd'hui c'est une icône, c'est Saint Martin Luther King, c'est des jingles qui font entendre juste les mots « I have a dream ». On a l'impression que ça a toujours été comme ça, alors qu'en 1968, quand il est assassiné, c'est vraiment celui dont on veut se débarrasser. Donc quel destin incroyable. Et puis, c'est une figure magnifique, prophétique, généreuse, appelant à la non-violence et dans les temps qui courent, c'est bienvenu.
Ce qui est important d'avoir à l'esprit lorsqu'on parle de Martin Luther King, c'est de prendre conscience, comme on l'a vu un peu au travers de ce gospel, que c'est un arrière-petit-fils d'esclaves. Ça, c'est quand même assez surprenant aujourd'hui d'imaginer cela. C'est-à-dire que pour nous, l'esclavage, c'est très loin, ou alors c'est quelques images. Mais pour les Noirs des États-Unis, c'est leur histoire. Quand les États-Unis ont fêté leur bicentenaire, les Noirs ont rappelé, nous, OK, on est venu dans ce pays, mais on est venu en fond de cale. Donc, Sweet Land of Liberty, bien le beau pays de la liberté, c'était pas le nôtre quand on est... Donc, dans l'histoire de chaque Noir, dans la famille de chaque Noir, il y a plus ou moins consciemment cette mémoire d'une histoire extrêmement sombre, terrible, d'une souffrance indicible, et qui en même temps a fait naître, et là je lis au spectacle, a fait naître une culture exceptionnelle. Juste pour repréciser un peu les choses et poser le cadre, l'esclavage aux États-Unis, ça date de quand? Donc début 17e, hein, les choses commencent à se mettre en place, et puis c'est surtout au 18e et encore une bonne partie du 19e que les grandes importations, si j'ose parler ainsi, parce qu'il s'agit du trafic triangulaire, un commerce, hein, on part d'Europe avec des biens qu'on va aller échanger contre en Afrique, et voilà. puis après on ensuite on part vers les États-Unis ou l'Amérique latine, mais notamment là on parle des États-Unis, et puis ensuite on recommence, hein. Donc il y a un trafic d'hommes et de femmes, probablement des millions d'hommes et de femmes. On a un chiffre aujourd'hui. On a une fourchette entre 10-15 millions de gens, mais il est bien difficile de préciser. Et puis entre ceux qui ont été emmenés et ceux qui sont arrivés, évidemment, les chiffres diffèrent. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de cargaisons qui ne sont jamais arrivées. Qui opérait ces trafics à l'époque? Alors, bon, j'allais dire une bonne partie de l'Europe, hein, enfin, en tout cas de l'Europe occidentale, est impliquée là-dedans. La France, bien sûr, les Espagnols, les Portugais, mais aussi les Suisses ont il y a quelques armateurs suisses, sans aucun doute. Qui étaient impliqués là-dedans. Qui étaient évidemment impliqués là-dedans, oui, bien sûr. Alors, je vous propose de poursuivre dans la découverte de ce spectacle avec une nouvelle séquence. Plaisir. Pendant tout le 19e siècle, des esclaves vont se soulever, mais à de rares exceptions près, ils seront tous pendus. Il faudra attendre 1865 pour que la Constitution américaine abolisse définitivement l'esclavage. Pourtant, la partie est loin d'être gagnée. On veut bien que les Noirs soient des citoyens à part entière, à condition qu'ils soient séparés. Des écoles pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. Des cafés pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. Des toilettes pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. Des places dans le bus pour les Blancs et d'autres pour les Noirs. La liste est interminable. À la fin des années 50, apparaît un mouvement qui combat cette ségrégation, le mouvement des droits civiques, qui commence très modestement dans une paroisse. Aussi, les chants de ralliement seront-ils souvent des cantiques? Amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel.
Alors Serge Mola, quand on parle de Martin Luther King, ce qui est important de se rappeler, c'est son enfance et où très jeune, Martin Luther King goûte à cette dynamique de ségrégation. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il naît dans le Sud et le Sud, c'est effectivement ce monde, cette société où deux mondes se côtoient, mais souvent s'ignorent. Il y a évidemment des lieux où on se rencontre. C'est le monde des Blancs et le monde des Noirs, séparés, soi-disant égales. Alors, et là, c'est une situation très différente de celle qui prévaut dans le Nord. On oui, est vraiment dans le Sud, là, on est vraiment dans une société très ségrégée. Exactement. King naît dans une famille où dans un premier temps, il est relativement protégé. Hein. Je veux dire, son père a une vraie situation, il est pasteur, son grand-père l'était également, est pasteur dans une paroisse qui est très... C'est un peu la bourgeoisie noire. C'est ça, petite bourgeoisie noire qui... Bon, donc, tout petit, et c'est tout petit, il est relativement protégé. Mais évidemment, plus il grandit, plus il découvre la réalité. Alors, la première fois, c'est tu ne pourras plus jouer avec un petit copain. Là, avec un petit copain blanc. Voilà. Et puis, peu à peu, il découvre ce que signifie vraiment être noir, qu'on appelle son père par son prénom, alors même que c'est un prédicateur connu et reconnu de la ville. Et tout ça, évidemment, il fait la découverte de tout cela comme tout un chacun, comme tous les Noirs qui habitent et vivent à Atlanta comme lui. Et là, vous avez l'impression que ça marque foncièrement sa personnalité? Mais ça le marque comme ça ne peut que marquer tout Noir, je veux dire. Alors, de par les choix qu'il va faire, il va pouvoir faire des études parce que sa famille va lui permettre de faire des études. Oui, et là, de manière intéressante, il ne reste pas dans le Sud, il va dans le Nord. Voilà. Et là, justement, on lui donne les moyens d'acquérir une solide formation, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui va se passer à la fin de ses études. C'est-à-dire, au fond, le choix va se présenter. Est-ce qu'il va rester dans le Nord ? Ce qui serait beaucoup plus simple, il vient de se marier, ce serait plus simple pour lui, pour sa femme et pour les enfants qu'il pourrait avoir. Ou est-ce qu'ils vont retourner l'un et l'autre dans le Sud? Les deux sont du Sud, sa femme aussi. Mais ça veut dire vivre et dans se confronter. Exactement. Et goûter ça au quotidien. Et goûter ça au quotidien. Enfin, goûter, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais... Être face à face. Face à face, voilà. Avec cette réalité difficile. Et c'est ce qu'ils vont faire. De manière courageuse. Oui, parce que c'est là qu'ils ont leurs racines. Hein. Lui va aller donc à ce moment-là dans la ville de Montgomery, qu'il a appelé pour être pasteur d'une des paroisses de la ville. Il arrive là et ne se fait pas du tout remarquer pendant les premiers mois où il est là, parce que, à côté de son travail pastoral, il termine sa thèse de doctorat. Donc voilà, c'est quelqu'un qui met toute son énergie là-dessus. Personne ne parle pas spécialement de Martin Luther King les premiers mois de sa présence. Alors je vous propose de découvrir une nouvelle séquence de ce spectacle. I Have a Dream, Martin Luther King. À Montgomery, le règlement des autobus était une caricature de la ségrégation. Les premiers sièges étaient réservés aux Blancs. Mais même s'ils étaient vides, les Noirs devaient rester debout au cas où un Blanc monterait dans le bus. Et quand les sièges réservés aux Blancs étaient occupés et que d'autres Blancs montaient, les Noirs étaient bons pour céder leur place. Le 1er décembre 1955, s'est produit un événement qui allait tout changer. Quelques nouvelles locales terminées. Quelques nouvelles locales pour terminer. Dans un bus de Montgomery, un nouvel incident provoqué par des Noirs. Madame Rosa Parks, une couturière noire de 42 ans, rentrait chez elle hier soir avec un véhicule de la ligne 61. Comme c'était l'heure de pointe et que tous les sièges des Blancs étaient occupés, le chauffeur a poliment demandé aux Noirs du premier rang de libérer leurs sièges. 3 d'entre eux ont obtempéré, Madame Parks a refusé. Le chauffeur n'avait dès lors qu'une solution, interpeller la police, ce qu'il a fait. Comme d'habitude,
Il semble que certains leaders de la communauté noire ont d'ores et déjà décidé d'exploiter cet incident à leur profit. Le pasteur King et l'un de ses collègues, Ralph Abernathy, organisent une réunion à l'église. Les participants discutent longuement des suites à donner à cet incident et finalement, ils décident un boycott général de tous les autobus dès le lundi. Le lundi, à 5 heures du matin, le résultat est stupéfiant. Les bus sont vides, absolument vides, alors qu'à cette heure-là, ils sont d'habitude pleins à ras-bord. Les bus de Montgomery sont vides. Mais les rues sont pleines de monde, bicyclettes, chars à chevaux, mulets et surtout piétons. Tout le monde marche. Les autorités ne semblent pas s'inquiéter outre mesure. On se rassure en haut lieu en se disant que le mouvement finira bien par s'essouffler. Et pourtant, tout le monde tient bon. Hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your hands on the plow. Hold on. Mary was 3 links of chain. Every link was my Jesus' name. Keep your hands on the plow. You gotta hold on. If you wanna go to heaven, tell me keep your hands on the plow. Just hold on, hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Keep your hands on the plow. Just hold on. Hold on, keep on plowing, don't you tire. Every round goes higher and higher. Keep your hands on the plow. Just hold on, hold on. If that plow stays in your hand, land you straight up to the promised land. Just keep your hands on the plow. Hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on, keep your hands on the plow. Just hold on, I got my hand on the gospel plow, and I wouldn't take nothing from my journey now. Keep your hands on the plow. You gotta hold on. Hold on. When I get to heaven, go sing and shout. There's nobody there to put me out. Just keep your hands on the plow. Hold on, hold on. Ce qui est intéressant là, Serge Molin, c'est qu'on perçoit bien que Martin Luther King est à la fois un intellectuel et puis en même temps, il s'enracine profondément dans la spiritualité, dans les negro spirituals, on pourrait dire, de l'Église noire. Et ça, c'est quelque chose que vous aimez mettre en avant. Oui, parce que si on considère uniquement King d'un point de vue intellectuel, alors on lit ses discours, on lit ses prédications, au fond, comme on lirait les discours et les prédications de n'importe quel intellectuel blanc. Et puis on se dirait, ben voilà, King pense comme ci, comme ça. Mais du coup, on ne comprend pas un certain nombre de choix, on ne comprend pas l'impact qu'il a eu sur la communauté noire. Et ce qui est intéressant, c'est, puisqu'on vient de parler du tout début de ce qui va être un boycott qui va durer fort longtemps, hein, puisqu'il presque une année. Presque 381 jours, hein, les gens vont à pied. Hein, même s'il y a une espèce d'organisation parallèle que les églises organisent, mais la majorité des gens vont à pied néanmoins.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à côté du boycott, il y a évidemment une pression énorme, des menaces à l'endroit des dirigeants, à l'endroit des pasteurs, dont Martin Luther King, qui lui est devenu le porte-parole du... C'est un peu l'icône du mouvement, là. C'est-à-dire, il devient le porte-parole de ce qui se met en place à Montgomery. Pourquoi? Parce que, je veux dire, il n'était pas connu avant, donc on ne peut pas lui reprocher ceci ou cela, on ne peut pas dire il est proche de ceci contre cela. C'est quelqu'un qui s'exprime très bien, il est pasteur, donc il a une place reconnue dans la communauté locale, et puis il est solidement formé intellectuellement. Donc il devient le porte-parole. Maintenant, ce boycott commence officiellement le 5 décembre. Voilà. Le premier, c'est Madame Parks qui refuse de se lever. Le boycott commence le 5. Bon. Et en janvier, donc à peu près 2 mois plus tard, se passe un événement très important dans la vie de King. Il rentre tard chez lui après une réunion d'église, enfin la Xème réunion pour réfléchir à la stratégie, comment on continue à marcher et à faire tenir tout ça. Et puis au milieu de la nuit, le téléphone sonne et il entend des menaces. C'est pas la première fois. Tous les jours, quand il rentre, il y a des menaces. Mais bon, ce soir-là, peut-être la fatigue oblige, peut-être aussi l'émotion parce qu'il est père depuis quelque temps. Il n'en peut plus. Et là, c'est la crise. On peut dire qu'intérieurement, les ressorts qui sont là se cassent. On pourrait dire ça, évidemment. Personne n'est témoin de la scène. C'est lui qui racontera plus ou moins en détail la scène plus tard. Mais il reviendra très souvent à ce qui se passe pour lui cette nuit-là, parce que qu'est-ce qui se passe? Donc il entend des menaces au téléphone où on lui dit « tu as 3 jours pour quitter la ville, toi et ta famille, et parce que si tu ne le fais pas, tu peux dire au revoir à ta femme et à votre enfant ». Alors il se fait un café, il essaye de mettre tout ça en ordre, il a fait de la théologie, de la philosophie, il essaye de se dire que voilà, il y a des raisons qui font que le mal s'exprime de telle ou telle manière, etc. Bon, rien n'y fait. Il essaye d'être rationnel, mais rien n'y fait. Ça ne le calme pas du tout. Alors, dit-il, il renoue, non pas qu'il avait exclu la prière de sa pratique, mais il renoue avec un type de prière qui est peut-être plus direct, plus simple, ce qui ne veut pas dire du tout simpliste. Hein. Et il se met à prier, au fond, comme enfant il priait, comme il priait avec son père et sa mère quand ils allaient à l'église. Et il dit avoir une véritable expérience. Alors, peut-être qu'on pourrait dire mystique, ce n'est pas un mot qu'il emploie, mais il dit avoir... entendu, et c'est intéressant parce que quand il dit ça, il utilise quasiment les mots d'un spirituel, entendu une voix lui dire « Martin, lève-toi ». Lève-toi, et on a l'impression qu'il cite même la Bible, voilà, et notamment le prophète Jérémie. Voilà, il cite à la fois la Bible et puis en même temps cette promesse « si tu y vas, je ne t'abandonnerai pas ». Quoi. Bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Mais moi, ce qui m'intéresse quand je lis ça, c'est que je sais ce qui s'est passé les 10 années, enfin tout ce qui va se passer jusqu'à sa mort. Quelle position il va tenir et comment il va tenir et quel choix il va faire. Alors, la question, c'est pas est-ce que ça s'est passé comme ci ou comme ça, mais il s'est passé quelque chose pour qu'il ait la force de tenir autant de temps. Et c'est intéressant que ce témoignage sur cette nuit-là, qu'on appelle un peu la nuit de la cuisine, parce que ça se passe dans la cuisine, il y revient de façon très forte dans une prédication en 1967, par exemple 12 ans plus tard, alors même que justement, de nouveau, la pression est très forte, comme pour dire, voilà, je m'y tiens. Et puis, j'ai reçu à ce moment-là une sorte de vocation, une sorte d'appel à aller au-devant de ce qui allait advenir. Et il y a là à la fois cette vocation et ce retour profond à ses racines, à cette tradition forte qui traverse l'Église noire et dont il est l'un des héritiers. Je vous propose là de poursuivre en regardant une nouvelle séquence. Pendant 10 mois, les Noirs se sont entraidés. Et pendant 10 mois, le boycott a continué. Un jour, un policier a eu pitié d'une vieille dame qui marchait le long de la route. Il arrête sa voiture
et lui propose de la raccompagner. La vieille dame refuse. « Non, merci, monsieur. Autrefois, mes pieds se reposaient, mais mon âme était fatiguée. Aujourd'hui, mes pieds se fatiguent, c'est sûr, mais mon âme est reposée. » Le boycott a duré si longtemps que la compagnie des bus était au bord de la faillite. Mais finalement, le 13 novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis déclare que la ségrégation dans les transports publics est inconstitutionnelle. Inconstitutionnelle. Alors Serge Mola, ce qu'il importe d'expliquer un petit peu là, c'est que ce combat des Noirs, il s'inscrit dans un contexte particulier où les Noirs peuvent s'appuyer sur la Constitution américaine pour être quelque part déségrégués. Oui, c'est-à-dire que dans la Constitution américaine, il est précisé depuis les débuts de cette Constitution que tout homme est égal à un autre. Tout homme, any man, pas any white man, pas tout homme blanc.
Maintenant, la façon dont les choses se sont mises en place, évidemment, ça a pris du temps. C'est tout autre chose. Oui. Pendant très longtemps, notamment dans le Sud, on l'a dit, il y a cette société ségrégée, etc. Il n'empêche que quand le boycott va se mettre en place, parallèlement à ce qui se voit, à des gens qui n'empruntent plus les bus et qui vont à pied, etc., ou même plus tard, quand le mouvement des droits civiques se poursuit par d'autres types d'actions, et là aussi, il y a beaucoup de choses qui se voient sur le terrain, je veux dire des marches, des sit-ins, etc. Parallèlement à ça, il y a tout un combat législatif pour tenter, mais par échelons successifs, comme si en Suisse on remontait jusqu'à la Berne fédérale. Voilà, la Berne fédérale. Et par échelon successif, il s'agit de montrer que telle ou telle loi locale, ou telle loi d'un comté, ou telle loi d'un État est anticonstitutionnelle. Donc, par exemple, que les lois qui régissent l'utilisation des bus à Montgomery, tout ça s'oppose fondamentalement à la Constitution. Et c'est pour cela qu'au bout de 381 jours, le boycott s'arrête parce que le combat législatif est monté jusqu'à Washington et les juges ont décidé qu'effectivement, c'était anticonstitutionnel. Et c'est un point, évidemment, extrêmement important parce que les Noirs vont toujours pouvoir s'appuyer sur la Constitution pour montrer ou tenter de montrer voire démontrer l'anticonstitutionnalité des choses. Alors que, par exemple, en Afrique du Sud, parce que des fois on a l'impression que c'est quasiment la même chose, il ne s'agit pas du tout de la même chose, parce que les Noirs sud-africains, lorsqu'ils se sont opposés à l'apartheid, n'ont jamais pu s'appuyer sur la Constitution, l'ancienne Constitution, parce que depuis, elle a changé. Depuis la nouvelle Afrique du Sud, il y a une nouvelle Constitution, mais l'ancienne Constitution avait l'apartheid inscrit au cœur de la Constitution. Donc la séparation raciale était inscrite et donc ne permettait pas ce levier de changement qui était possible aux États-Unis. Serge Molla, Martin Luther King est un pasteur. Qui dit pasteur dit un certain travail au niveau de sa vision de Dieu. Comment est-ce que vous définiriez la vision de Dieu d'un Martin Luther King ? Alors moi j'ai l'impression que, au fond, ce qui qualifie Martin Luther King, c'est à la fois une solide formation intellectuelle. Hein, on l'a dit, sa famille lui a permis d'effectuer des études dans le Nord. Il va finir par faire même un doctorat, parce que quand il fait ça, il a l'idée qu'un jour peut-être il pourrait enseigner la théologie. Il pourrait devenir professeur d'université. Dans une université ou dans une école de théologie. Bon, évidemment, le mouvement l'en empêchera, si je puis dire ainsi. Donc il y a cette solide formation intellectuelle, mais il y a aussi toutes ses racines. Tout ce qui a fait naître aussi en lui cette vocation, toute cette tradition de l'Église noire, qui est d'abord une tradition orale, hein, une tradition qui s'est dite via les chants, via la culture, via la façon noire de prêcher, le black preaching. Tout ça, ces deux éléments combinés forme Martin Luther King. Et vous diriez là qu'il y a une vision particulière de Dieu. Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que la vision de Dieu d'un Martin Luther King est particulièrement marquée par cette dimension de libération que l'on trouve, par exemple, dans l'Ancien Testament avec Moïse et l'Exode et la manière dont Moïse sort son peuple du pays d'Égypte ? Quand je dis que King est aussi enrichi par sa propre tradition, qu'est-ce qu'il y a dans cette tradition ? Prenons un chant en particulier, Go Down Moses, qui fait justement... Un negro spiritual, voilà, un negro spiritual qui parle de l'Exode. Moïse est appelé à aller voir Pharaon pour qu'il délivre son peuple. Quand les Noirs chantent ça, au fond, c'est assez curieux. Ils s'identifient au peuple d'Israël esclave en Égypte. Et ils s'identifient à ce peuple que Dieu va délivrer. Donc ils s'identifient à un Israël avant l'Exode. Alors que les Blancs américains, se sont toujours, dans l'imaginaire américain, même celui des pères fondateurs, hein, on s'identifie aussi à Israël, mais dans l'Israël après l'Exode, qui reçoit la terre promise. Donc, il y a dans la culture noire américaine une espèce d'affirmation forte que celui qui va délivrer, c'est le Dieu vivant. Alors, l'Ancien Testament, évidemment, est souligné, mais quand on va aussi souligner le Nouveau Testament, c'est pour montrer,
pour revenir notamment sur la figure de Jésus, en laquelle l'esclave se reconnaît. Hein. Et c'est pas pour rien qu'on va dire parfois, quand on chante la Passion, on va dire qu'on l'a pendu à un arbre. Parce que qui pendait-on à un arbre? L'esclave. Et là, dans votre livre, Les idées noires de Martin Luther King, vous dites que Martin Luther King, justement, valorise une sorte de vision du Christ comme quelqu'un de mal ajusté à la société. Vous pourriez, en 2 mots, nous expliquer ce que vous mettez là derrière? C'est-à-dire que le Christ, il est toujours du côté des petits, de ceux que l'on rejette. Et quand il est face au pouvoir, où se tient-il, n'est-ce pas? Donc, dans toute cette façon dans tout ce positionnement, le noir s'y retrouve bien. Hein. Et même après King, parce qu'il y aura toute une réflexion qu'on va appeler un peu la théologie noire, on va se demander au fond de quelle couleur est le Christ. Alors il ne s'agit pas de couleur de peau d'abord, mais symboliquement. Et on va dire forcément, il est noir. Parce que le noir, en l'occurrence, c'est la couleur de celui qui est rejeté, malmené, condamné. Et là, on a derrière ces simples mots, on a derrière toute la tradition avec les chants, l'Inning Gospel, puis les Gospel Songs. Donc on a l'impression là que la personne de Jésus, la personne du Christ, devient quelque part une sorte d'exemple à suivre et à vivre concrètement jusque dans la non-violence de la mort sur la croix. Tout à fait. Chez King, c'est tout à fait clair que être disciple, c'est porter la croix. Hein. C'est aussi porter la croix. Alors on voit bien les allusions, les textes bibliques qu'on pourrait aller chercher. Pendant le mouvement des droits civiques, non seulement King, mais de façon très large, on lit et relit les chapitres 5 à 7 de l'évangile de Matthieu. Hein. Le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne. Parallèlement au texte de Gandhi. Et avant toute manifestation, on chante, on prie. Il y a vraiment on essaye d'intégrer dans la spiritualité de l'Église noire. Voilà, vraiment. Pourquoi? Parce que si on ne fait pas cela, alors la non-violence risque de ne devenir qu'une stratégie. Et le problème de la stratégie, si elle n'est pas fécondée ailleurs, c'est qu'au bout d'un moment, vous risquez d'accumuler le ressentiment. Et ça risque d'être soit l'implosion, hein, vous allez vous-même vous détruire vous-même d'une certaine manière, ou l'explosion, c'est-à-dire que tout ce que vous aurez accumulé, vous allez à ce moment-là le projeter contre l'autre et ce sera la violence. Donc, c'est en tout cas mon interprétation, c'est que pendant une part importante du mouvement, à peu près jusque vers 64-65, la spiritualité de l'Église noire s'allie vraiment avec ses choix et ses stratégies non-violence et font que l'une fonctionne vraiment. King disait « Gandhi a fourni la méthode, le Christ le fondement ». Je vous propose de voir maintenant une nouvelle séquence de ce spectacle du Gospel Air. Après les autobus de Montgomery, il y eut les sit-in. Les sit-in ont commencé en avril 1960 en Caroline du Nord, un État terriblement raciste. Un jour, 4 étudiants noirs s'installent dans un café réservé aux Blancs et commandent quelque chose à boire. Le personnel refuse de les servir, évidemment. Les étudiants s'asseyent par terre et ils ne bougeront plus de toute la journée. Et chaque jour, ils reviennent. Chaque jour, ils commandent quelque chose à boire. Chaque jour, on refuse de les servir. Et chaque jour, ils s'asseyent par terre. Rapidement, ces actions non violentes prennent de l'ampleur. Et en automne 1960, les sit-ins arrivent à Atlanta. Le 10 octobre, des étudiants invitent Martin Luther King à s'asseoir avec eux dans un grand magasin. Tous sont arrêtés, tous sont conduits en prison. Martin Luther King aussi. Pendant plusieurs jours, aucune nouvelle, puis tout à coup... La semaine dernière, le pasteur Martin Luther King était arrêté
avec 33 jeunes qui manifestaient contre la ségrégation dans la cafétéria du Riches à Atlanta. Il semble aujourd'hui que les charges retenues contre les étudiants vont être abandonnées et qu'ils pourront sortir de prison. Il n'en sera pas de même en revanche pour le pasteur King, qui a commis il y a quelques mois une infraction au code de la route et qui a donc aggravé son cas. Il a été condamné à 6 mois de travaux forcés au pénitencier de Ratesville, où il sera transféré dans les jours qui viennent. Ratesville, à plus de 400 km d'Atlanta, avec une femme enceinte de leur 3e enfant. King est complètement anéanti. Mais nous sommes en 1960. La campagne bat son plein pour les élections présidentielles. John Fitzgerald Kennedy est candidat. Il sait que la partie est loin d'être gagnée et qu'il a besoin des voix des citoyens noirs. Bonjour madame, je suis un collaborateur du sénateur John Kennedy. Je vous appelle pour vous dire toute son inquiétude au sujet de votre mari. Nous savons ce qui vous est arrivé, ça doit être très dur pour vous. Si M. Kennedy peut vous aider d'une manière ou d'une autre, il le fera. N'hésitez pas à l'appeler. Je vous laisse un numéro de téléphone. Le candidat Kennedy intervient publiquement pour éviter au pasteur King 6 mois de travaux forcés. Et sa stratégie se révèle la bonne, puisque 1 mois plus tard, le 8 novembre, il sera élu président des États-Unis. Pour marquer le 100e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 2 leaders des mouvements des droits civiques proposent à Martin Luther King une marche sur Washington. Ils veulent attirer l'attention de tout le pays sur le taux de chômage, 2 fois plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs. King accepte, mais à la condition que la marche ne soit pas uniquement centrée sur le chômage, mais aussi sur la liberté. A promise that all men are created equal in rights and freedom. Now is the time to let freedom ring from every valley, every mountainside, let freedom ring. Alors Serge Mola, c'est vrai que I Have a Dream, c'est vraiment le discours de Martin Luther King en 1963. Il y a peut-être juste une information de contexte à donner. Il n'est pas le seul à intervenir dans le cadre de ce gigantesque meeting à Washington. Non, tous les leaders qui comptaient à ce moment-là, des petites ou grandes organisations qui étaient impliquées dans le mouvement des droits civiques, avaient leur temps de parole. King est l'un des leaders. Alors, il est un de ceux qui s'expriment à la fin parce que c'est un des plus connus. Et puis, on a retenu I Have a Dream, mais les nombreuses minutes qui précèdent le moment qu'on repasse toujours, on les a complètement oubliées. Ce qu'on a bien retenu, c'est ce refrain exceptionnel, « Je fais un rêve », qui fait aussi évidemment écho non seulement à travers un tas de citations bibliques, mais aussi écho au rêve américain. Alors, je vous propose de voir ce fameux discours maintenant via ce spectacle du Gospel Air. In Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls
will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. When we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, free at last, thank God Almighty. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Deep in my heart, I do believe we shall Serge Molas, ce qui est important de dire maintenant, c'est qu'on est en 1963. C'est un peu, dans la vie de Martin Luther King, l'un des points forts, ce discours « I have a dream ». Et puis, comment est-ce que la vie de ce grand pasteur va se poursuivre? Alors, 63, c'est sans aucun doute le moment que tout le monde connaît. Si on connaît quelque chose, c'est ce moment-là. King va rester l'homme à l'apogée jusqu'à, on va dire, 65. En 64, il a le prix Nobel de la paix. Et en 65, il y a le mouvement des droits civiques vit un moment extrêmement important dans un combat qui va se vivre autour de la ville de Selma. Il y a d'ailleurs eu un film récemment qui porte le nom de cette ville, Selma, puisque c'est à l'occasion de ce temps à Selma que va être réaffirmé le droit de vote des Noirs. Ils avaient le droit de vote, mais de multiples manières, on les empêchait de voter. Lyndon Johnson, président à ce moment-là, va réaffirmer ce droit de vote. Et à ce moment-là, tout le monde se dit, bon, ben maintenant c'est fait. Tout ce qui concernait les écoles, la vie sociale, le droit de vote, tout ça c'est bon. Maintenant, on passe à autre chose. Les Noirs disent, on a traversé la rivière, il ne reste plus que la mer à traverser. Sous-entendu, il y a encore du travail. Mais ce travail va être beaucoup plus difficile parce que ce qui est à changer tient plus aux mentalités qu'à des lois. Et au système un peu économique et à la précarité dans laquelle pas mal de Noirs se trouvent encore. Absolument, absolument. Donc, les années 65-68, King va encore être au front est extrêmement engagé et il sera assassiné alors qu'il est extrêmement engagé. Et deux choses vont l'occuper particulièrement dans ces années-là. C'est-à-dire que dès 65, les États-Unis sont présents au Vietnam, donc il va y avoir une opposition de sa part très claire à l'endroit de l'insertion des États-Unis, de l'engagement des États-Unis au Vietnam. Et puis il va, dès 67, commencer à organiser une immense campagne en faveur des pauvres, et une campagne qui dépasse complètement les frontières raciales, qui est vraiment une campagne en faveur des pauvres, de tous les pauvres, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, chicanos, indiens, etc. etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'il est assassiné. Exactement. Alors, ce qui est de nouveau intéressant symboliquement, je trouve, c'est qu'il est en train d'organiser quelque chose d'énorme qui devrait se passer à Washington, à l'endroit même où il y a eu le fameux discours « I have a dream ». Il devrait y avoir un campement de pauvres qui reste là jusqu'à ce que des flancs soient bloqués, mais il ne le verra pas, il est assassiné. Mais lui est assassiné à Memphis. Pourquoi Memphis? Parce qu'en même temps qu'il est en train de participer, d'organiser toute cette gigantesque campagne, des éboueurs de la ville de Memphis font appel à lui pour lui demander son soutien. Et à la fois, il est engagé dans quelque chose d'énorme, et en même temps, il est impliqué dans du local, dans un combat du très concret, local. Oui. Et c'est alors qu'il est impliqué dans du très local qu'il est assassiné le 4 avril 1968. Serge Molas, vous êtes pasteur en Suisse romande. En quoi Martin Luther King est pour vous un disciple du Christ exemplaire? Pour moi, King est quelqu'un qui a
qui a à la fois rappelé d'une certaine manière la toute-puissance de Dieu, et puis qui en même temps est extrêmement attentif à cette figure du Christ. C'est quelqu'un qui a su conjuguer l'amour et la justice. C'est quelqu'un qui a fait le choix de la non-violence, ce qui me paraît extrêmement important et extrêmement cohérent avec sa théologie. Et c'est quelqu'un qui ne prend pas tout le temps la parole, qui n'estime pas que l'Église ou les pasteurs ou les chrétiens doivent tout le temps prendre la parole comme s'ils savaient mieux que les autres ce qu'il fallait dire et faire, mais c'est quelqu'un qui manifeste qu'il est pris par une parole. Et là, je mettrai le mot parole, évidemment, avec un P majuscule. Et ça ne cesse de me stimuler, dans ma vie personnelle comme dans ma vie professionnelle. Serge Molin, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciellement l'Info. Je rappelle que vous avez publié aux éditions Labor et Fides un livre qui s'intitule « Les idées noires de Martin Luther King » et que vous avez aussi traduit un certain nombre de prédications que l'on peut retrouver dans différents ouvrages que l'on voit maintenant. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission Ciellement l'Info vous aura intéressé. Nous vous rappelons qu'elle était en lien avec un spectacle donné dans le cadre du Gospel Air à Lausanne en juin 2016. Au revoir et à bientôt. We shall overcome. Okay. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, I know that I do believe. We shall live. We shall live in peace. Oh, we shall live in peace. We shall live in peace, Lord. I do believe we shall live in peace. We shall overcome. We never know the least. I do believe. We shall overcome.